Eh bien, on va reprendre cette matinée tranquillement après les quelques sessions de tests que vous avez pu faire tout à l'heure. Donc, la conclusion de la présentation que j'avais faite, c'était que finalement, il fallait, en tant que formateur, il faut aussi s'interroger vraiment fondamentalement sur le métier du game designer. Et pour en discuter, donc, je suis avec Jonathan Penaud et Géraud de Courrèges. Donc Géraud de Courrèges, tu es aujourd'hui game designer pour Ubisoft. Tu es venu pour toi voilà, en tant que en tant que game designer indépendant aussi. Donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu vulgarises des concepts de game design, mais aussi tu analyses des jeux vidéo. Donc tu as analysé Undertale, tu as analysé le dernier Zelda, plein de petits jeux comme ça. Jonathan Penaud, toi aussi tu es game designer, tu as travaillé notamment pour Ankama, donc Ankama qui est une maison qui gère Dofus, ouais. Qui est le premier MMORPG français en termes de nombre de joueurs. Toujours, ouais. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Aujourd'hui tu es enseignant à l'ICANN. Donc ICANN, c'est l'Institut créatif des arts numériques. Oui, c'est ça, Institut de création d'arts numériques. Institut de création des arts numériques. Et donc tu viens aussi un petit peu discuter donc, de ton métier de game designer et aussi de comment toi tu enseignes, tu travailles avec tes apprenants, ton public, sur les concepts de game design, sur le game design en particulier. Et ce que je propose de faire pour cette table ronde, c'est qu'on va faire une première partie vraiment sur le métier du game design, sur aussi comment on agence des réflexions, des problématiques de game design par rapport à des problématiques plus larges de pédagogie, comme la motivation, comme aussi l'ancrage d'une certaine information chez le joueur ou la joueuse. Et puis, dans une deuxième partie, on ouvre le débat. Donc, si vous avez des questions, ça va être le moment d'interroger nos deux intervenants sur leur métier, sur leur pratique et sur quelles sont un peu leurs perspectives, leur vision des jeux et des jeux vidéo. Donc, je ne sais pas qui veut commencer pour présenter un peu son parcours, un petit peu comme ça, pour savoir Géraud, ce que tu as fait un petit peu aujourd'hui qui t'a mené à devenir game designer. Ok. Alors, du coup, comme il vous l'a dit, je m'appelle Géraud, j'ai 25 ans. Je le précise parce que sinon vous allez croire que j'ai 16 ans et Peut-être. tout petit peu plus vieux que ça. Du coup, moi j'ai fait un équivalent licence en game design dans une école parisienne qui s'appelle Isard Digital, dans laquelle j'ai commencé à faire des stages de game designer, etc. Donc c'est une école où on apprend à faire des jeux, notamment en groupe, ce genre de choses. Ensuite j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Donc c'est une année, c'est une mana quoi. Ensuite j'ai commencé à travailler en freelance pendant 2 ans en tant que game designer et level designer, donc aussi bien pour des advert games, donc ce que Esteban nous a un petit peu expliqué ce matin, donc c'est des jeux pour de la pub, ce genre de choses, que de la gamification ou ludification, donc ça c'est par exemple pour une société comme GDF, comme c'était mon cas, c'est essayer d'apporter du jeu un petit peu dans des objets de consommation, essayer de guider un petit peu les gens pour leur apprendre à mieux utiliser certains objets ou certaines applications via le jeu. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, aussi bien sur des jeux web que sur des jeux mobiles, etc. Ensuite j'ai repris les études pour faire un master d'ergonomie, de master jeux vidéo spécialisation ergonomie à l'ENJMIN, qui est une école à Angoulême, une école publique à Angoulême pour le jeu vidéo. Et depuis 1 an et quelques, un peu plus d'1 an, je travaille à Ubisoft. D'abord 1 an comme user researcher, donc j'ai fait vraiment de la recherche utilisateur sur les gros jeux Ubisoft. Et là depuis un peu plus d'1 mois, je travaille en tant que game designer sur les jeux grand public chez Ubisoft. Donc c'est tout ce qui est jeux pour le grand public, c'est pas forcément les jeux hardcore gamer, etc. Voilà. En tout cas, on pourra revenir en tout cas sur les concepts, les jeux, ce que tu appelles jeux grand public, jeux hardcore gamer, toutes ces choses-là. On pourrait y revenir, ça pose plein de questions. Ouais. Et, moi je m'appelle Jonathan Penaud, j'arrive sur la trentaine. Voilà. Ça y est, on a tous. On est assez jeunes dans le game design quand même en général.
Du coup, là, j'ai passé 6 ans à faire le métier de game designer de manière professionnelle. Je travaillais sur 4 projets différents. 3 étaient des jeux de cartes et 1 était un jeu de rôle en ligne. La plupart des jeux sur lesquels j'ai travaillé étaient destinés à des joueurs qui ont entre 11 ans et la trentaine. C'est assez large, donc du coup on a besoin de baliser correctement l'apprentissage des jeux pour ces différentes catégories de joueurs-là. Et on avait deux gros jeux, Urban Rivals et Dofus, avec des volumes de joueurs de plus de 500 000 joueurs par mois. Mais la plupart d'entre eux sont des anciens joueurs et la problématique principale à laquelle j'ai dû me confronter, c'était de réussir à rafraîchir ces vieux jeux pour enseigner comment on joue à ces jeux-là à un public plus jeune qui n'a pas du tout le même bagage culturel ni les mêmes réflexions sur les jeux, qui sont un public qui aime bien consommer assez rapidement aujourd'hui, alors qu'avant on était beaucoup plus dans laisser énormément de possibilités aux joueurs. Aujourd'hui on restreint de plus en plus ce qu'on propose aux joueurs dans les jeux au départ pour élargir, alors qu'avant on donnait une grosse masse d'informations et on s'est rendu compte que beaucoup de nos nouveaux joueurs sur Dofus en tout cas étaient très perdus quand ils arrivaient dans le jeu à cause de la gigantesque masse d'informations. Il faut quand même considérer qu'il y avait 13 ans de contenu sur le jeu à assimiler en quelques parties, donc c'était un peu complexe comme challenge, on en parlera tout à l'heure. Au-delà de ça, ça fait 2 ans que j'enseigne à l'ICANN en dernière année de cursus, donc sur un bachelor, où je parle de conception de jeux de cartes, donc de la méthode, de l'équilibrage et aussi de l'environnement, parce qu'on travaille principalement sur mobile maintenant pour ce genre de format. Qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas les mêmes contraintes que le jeu PC, et aussi sur le genre de jeu qui est jeu stratégique et tactique, où là j'enseigne les arcanes, on va dire, du design de ce genre de jeu là. Donc c'est très précis, c'est des spécialités à chaque fois, de choses que j'ai pu pratiquer dans ma vie. Au-delà de ça, je suis un joueur compétiteur de assez haut niveau sur certains jeux que je pratique depuis que j'ai 11 ans. Donc j'ai, on va dire, l'opposé radical en termes d'apprentissage, où j'apprends très vite les bases et je vais très vite en profondeur. Donc ça me fait vraiment 2 approches très différentes en tant que pratiquant et en tant que concepteur. Voilà. Voilà. À partir des présentations que vous nous avez faites, il y a une première question qui me vient, c'est donc dans vos 2 discours est revenu le joueur. Ça, c'est quelque chose, par exemple, moi, dans mon intervention, j'en ai absolument pas parlé. Enfin, j'aurais dû en parler bien plus en détail. Et donc, toi, Géraud, tu as travaillé donc user researcher. Donc, tu as des recherches sur les usages qui sont faits avec les jeux vidéo, etc. Et toi, Jonathan, tu t'es intéressé dans ton métier à comment identifier des profils de joueurs et comment faire avec la multiplicité des profils. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails à ce sujet? Qu'est-ce que ça veut dire créer des parties spéciales pour des nouveaux joueurs Déjà dans le jeu de rôle en ligne, donc c'est vraiment un genre particulier, mais il y a des modèles qui ont été mis en place pour identifier les différentes catégories de joueurs. Donc le modèle de Bartle qui identifie 4 types de joueurs particuliers qui vont être les achievers, c'est en anglais évidemment, les socializers, les killers et les explorers. C'est du rapport du joueur avec le jeu et avec les autres joueurs. Ces 2 catégories-là sont importantes à prendre en place. Oui. Vous pouvez les répéter? Alors il y a les achievers qui vont chercher à compléter l'intégralité des challenges que le jeu donne aux joueurs. Donc lui, il a une approche de compléter le jeu et non pas de l'explorer comme font les explorers, qui est l'autre relation du joueur par rapport au jeu, qui lui va faire fi des challenges que le jeu lui donne directement. Et il ne fait pas sa liste de choses à faire, il va plutôt essayer d'aller voir tout ce que le jeu est et propose dans sa structure. Et à côté de ça, on a le rapport du joueur aux autres joueurs, à savoir le socializer qui joue avec les autres joueurs. Donc lui qui va chercher à créer des groupements sociaux en partageant des activités en jeu, comme faire des donjons, discuter autour d'une tasse de thé virtuelle. Il y a beaucoup de jeux de rôle qui s'effectuent dans ces jeux-là, puisque les personnages ont des avatars, ils peuvent communiquer
et s'inventer des personnalités. Et on a les killers qui, eux, vont jouer contre les autres joueurs et qui vont chercher à écraser les autres joueurs. Et ces 4 grands profils-là, on les retrouve régulièrement dans les pratiques des joueurs, sachant qu'on a tendance à parler de joueurs casual et de joueurs hardcore. Ces définitions-là, elles sont assez peu précises puisqu'on parlera de casual quand il y a peu de temps investi dans le jeu et hardcore quand il y a beaucoup de temps investi dans le jeu, alors qu'en fait on peut avoir plein d'autres définitions, on pourra en parler après. Travailler sur ces différents profils de joueurs-là, c'est complexe parce que ça nécessite de créer un jeu qui peut leur parler à tous et donc de créer des espaces, des sphères de jeu qui répondent à leurs envies. Et nous, on cherche toujours, alors évidemment c'est un objectif monétaire, mais on cherche toujours à parler à un maximum de joueurs dans notre expérience de jeu pour essayer de récupérer un maximum d'argent. C'est toujours particulier, hein, et c'est le jeu en tant qu'industrie. Et nous, en termes de game designer, ça nous demande de jongler énormément entre ces différents aspects pour éviter d'avoir un aspect qui est dominant et d'écraser les autres dans la conception. Donc dans les faits, ça passe par une méthode de design que nous on appelle le tissage de toile d'araignée. On va créer un cœur fort, un noyau simple que les joueurs dans lequel tous les joueurs vont pouvoir se reconnaître. Le jeu de rôle, le but du jeu du genre, c'est l'évolution de son personnage, de son avatar dans le jeu. Ça peut passer par l'évolution visuelle, hein, on change le skin du personnage en ayant de nouveaux équipements. Ça peut passer par l'évolution des caractéristiques, donc la puissance brute, à savoir les capacités du personnage dans le jeu, mais non pas les compétences du joueur, ce sont 2 choses très différentes. Ça peut aussi passer par la renommée, le pseudonyme et les actes antérieurs. Il y a beaucoup de sphères. On part sur cette base-là et ensuite on va tisser différentes mécaniques, différents grands groupes de jeux, de faire en sorte qu'ils interagissent tous les uns entre les autres pour qu'on puisse proposer aux joueurs différentes approches du jeu, qu'ils puissent chacun agir dans le jeu comme ils ont envie, mais participer au niveau macro au jeu. On peut proposer des systèmes d'élevage pour les gens qui ont envie d'élever, des systèmes de combat pour les gens qui ont envie de faire des donjons, et des échanges de ressources entre les deux pour que les joueurs ne soient pas obligés de faire tout le contenu du jeu, mais puissent quand même interagir entre eux dans le grand système de jeu. Donc Toff conception, et toi Géraud, c'était finalement le complément. Bah ouais, ça tombe bien, du coup tu as abordé un peu la partie vraiment côté game design. Du coup moi, c'est vrai que quand les game designers créent cette partie un peu tutorée du jeu et essayent d'apprendre un maximum aux joueurs, il y a plein de paramètres à identifier, il y a des modèles utilisés comme il vient de vous l'expliquer. Il faut identifier la virtuosité du joueur, qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de compétences, quel est le joueur cible, qu'est-ce qu'il va avoir comme connaissance quand il va entrer dans le jeu, qu'est-ce qu'il va pouvoir comprendre très rapidement, qu'est-ce qu'on va devoir lui apprendre parce que c'est du langage vraiment spécifique au jeu. Parce que tous les jeux vidéo, bien sûr, ont souvent des langages qui leur sont propres et que le joueur va devoir apprendre. Et on essaye bien sûr de minimiser au maximum les efforts que le joueur va devoir faire là-dessus. Et donc c'est vrai que moi, à Ubisoft par exemple, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que user researcher. Et là, c'est vraiment un pan complémentaire au métier de game designer, au sens où les game designers vont créer tout ce début de jeu qui va essayer d'apprendre le plus efficacement possible le jeu au joueur, tout simplement, les règles, les capacités qu'il a, ce genre de choses. Et après, nous, en tant qu'ergonome, en tout cas quand j'étais ergonome, ça va être tout le côté, on va faire venir des joueurs qui correspondent ou non à la cible, parce que parfois c'est aussi intéressant de voir des joueurs qui ne sont pas forcément dans la cible et de comparer un petit peu leur réaction face au jeu. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment, il faut s'imaginer, on est à Ubisoft dans un espèce de laboratoire qui reproduit un peu un salon. Il va y avoir 8 joueurs qui vont venir et qui vont peut-être jouer de une matinée à 5 jours d'affilée, comme c'est parfois le cas. Et nous, en tant qu'ergonomes, on va les observer, on va leur poser des questions, que ce soit à l'oral ou via des questionnaires. On va regarder leur partie en vidéo, on va faire plein de collectes de données. Donc ça, c'est on travaille avec des gens qui avec du code, collectent un maximum de données sur leur consommation du jeu. Et à partir de ça, on va savoir comment ils appréhendent le jeu. Et est-ce qu'en gros, la question vraiment, nous, qu'on a souvent en tant que user researcher, c'est de savoir est-ce que le jeu est appréhendé comme les designers veulent que le jeu soit appréhendé. C'est-à-dire qu'il y a une expérience, il y a une intention de jeu. Et le but, c'est que les joueurs puissent accéder à cette intention qui est censée offrir l'expérience optimale, on va dire, de jeu.
Et en fait, pour que les joueurs aient cette expérience optimale, il faut qu'ils comprennent tous les outils qui sont à leur disposition. Il faut qu'ils comprennent à la fois leur objectif micro, donc c'est-à-dire sur un très court terme, mais aussi leur objectif macro assez rapidement, c'est-à-dire c'est quoi le but du jeu sur le long terme, ça va être quoi la finalité, comment je vais y arriver, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des choses qui, grâce à l'ergonomie, grâce au test utilisateur, et c'est très dur de l'avoir d'une autre façon, on va pouvoir évaluer et on va essayer d'améliorer. Et en fait, ce qui est très important, et je pense qu'on n'a pas encore dit, c'est que créer ce genre de choses, c'est-à-dire aussi bien un jeu qu'un début de jeu, c'est un processus qui est itératif. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer une première version qu'on va penser comme étant le mieux possible. En tout cas, on va faire le maximum pour que ce soit le mieux possible à la première version. Et ensuite, cette version, on va la confronter à l'expérience utilisateur, sur laquelle il y a toujours des imprévus. C'est impossible de réussir du premier coup, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est vraiment très très difficile. Et en fait, à force de faire des tests, on va mieux comprendre comment le joueur va interagir avec le jeu, et on va pouvoir raffiner, je ne sais pas si c'est un terme correct, raffiner un petit peu l'expérience au fur et à mesure, apporter les modifications nécessaires pour que le joueur puisse rentrer dans le jeu le plus vite possible et le plus efficacement possible. Voilà. Donc là, on a vraiment les deux sphères, les deux pans vraiment de la conception du jeu vidéo. Peut-être, est-ce que toi, Géraud, tu as l'impression que la partie test, enfin confrontation au public, elle est un peu minimisée parfois Alors en fait, je pense que la user research, alors j'utilise le terme, enfin la recherche utilisateur, c'est vraiment hyper important et même complètement essentiel pour créer un jeu et une expérience de jeu efficace. Et je pense aussi que dans le milieu jeu vidéo, ça devient de plus en plus compris, que c'est vraiment essentiel et important. Mais c'est quelque chose d'encore assez nouveau. Il y a peu de formations, il y a peu de laboratoires dédiés. Ubisoft, c'est quand même, je crois qu'il y a plus de 10 000 employés. Donc voilà, c'est assez gros. Et donc on peut se permettre d'avoir des laboratoires dédiés à plusieurs endroits dans le monde. Moi je travaille à Paris, mais il y en a aussi à Toronto, il y en a à Québec, à Montréal. Enfin vraiment, il y a plein de laboratoires de recherche utilisateur. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser et de boomer en ce moment dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir plus en plus de conférences dédiées à ce qu'on appelle la user experience, qui comprend l'ergonomie, les interfaces, ce genre de choses. Et on va s'intéresser de plus en plus aux joueurs et non pas au jeu. Parce que c'est vrai qu'il y avait un espèce de paradigme un petit peu ancien qui était les game designers créent le jeu en ayant des intentions et en essayant un peu de créer un jeu pas pour eux, mais que eux pensent efficace et avec leur vision à eux, alors que les joueurs qui viennent d'endroits différents, qui ont des profils extrêmement variés, ils vont aborder ces jeux d'une toute autre façon, et c'est indispensable de passer par cette phase de playtest, comme nous on l'appelle, de faire tester le jeu à des joueurs pour voir vraiment comment les joueurs réagissent et est-ce qu'ils obtiennent l'expérience que nous, les game designers, on a souhaité. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Par rapport à ce que vous dites, en fonction de l'endroit, peut-être qu'il y a aussi une dimension culturelle qui joue énormément par rapport à la réception et à la manière d'utiliser ce jeu. Comment est-ce que vous intégrez, vous tenez compte de ça? Est-ce qu'il y a des versions différentes, éventuellement, par rapport à un espace géographique culturel? Ou est-ce que finalement il y a une espèce de globalisation, de mondialisation aussi, à laquelle vous arrivez, vous parvenez pour que tout le monde puisse jouer en fonction de quel que soit l'endroit où vous vivez, l'âge, le sexe, etc. Alors, c'est intéressant comme question. Le truc, c'est que par exemple, moi, la user research, j'en ai fait à Ubisoft. Et Ubisoft il est plus présent sur le marché occidental. Donc c'est vraiment des jeux pour le marché nord-américain, européen. Et donc on a des profils de personnes qui sont beaucoup plus semblables, il y a moins de différences culturelles. Après, il y a des petites choses amusantes, par exemple, moi j'ai travaillé au Lab de Paris, et ça c'est vraiment c'est anecdotique, mais je trouve que c'est assez marrant et ça montre bien les différences qu'on peut avoir. Et on a donc le labo de Paris et le labo de par exemple Montréal. Et en fait, ça arrive qu'on fasse ce qu'on appelle des tests miroirs. C'est-à-dire qu'on va tester la même chose, le même morceau du jeu avec par exemple 16 joueurs à Paris, et on va le faire en même temps avec 16 joueurs à Montréal. Et ce qu'on peut observer de manière systématique, c'est que les Montréalais vont donner des meilleures notes au jeu que les Français et les Parisiens de manière générale. Et donc, typical des Parisiens. C'est assez amusant de voir que rien que dans la perception du jeu et la façon dont ils vont noter le jeu, il y a une différence culturelle en fait.
Et c'est des choses que nous, on prend en compte, bien sûr, quand on fait de la user research, parce que, mine de rien, entre une note à, je sais pas moi, à 3.8 et 4 points sur une échelle sur 5, ça va totalement changer au niveau du top management, la perception qu'ils ont du jeu, est-ce que c'est efficace ou non. Donc voilà, c'est des choses un peu politiques aussi. Mais oui, effectivement, on fait quand même attention au territoire sur lequel on va tester le jeu et aux différences culturelles qu'il peut y avoir. Pour aller un petit peu plus loin sur la question, il y a beaucoup de jeux qui sont localisés, donc c'est pas simplement traduit pour une région, mais qui vont aussi récupérer les éléments culturels de la région pour les inclure dans leur traduction. Quand on fait une blague sur Francis Lalanne et qu'on essaye de la traduire en espagnol ou en allemand, ben la blague ne marche pas du tout, elle n'est pas comprise. Donc du coup, ça c'est un gros problème qu'on avait sur Dofus, parce que c'est un jeu qui est traduit dans 13 langues, et on avait besoin de traducteurs qui aimaient les jeux de mots. D'autant plus que les jeux de mots n'existent pas vraiment en allemand. Voilà. Donc c'est voilà. C'est assez délicat. Donc ça, c'est la localisation de jeux qui ont été produits pour une région et ensuite exportés. On a le cas des jeux qui sont produits pour des régions particulières. Il faut savoir que le game designer dans une équipe, il est le garant de la communication et il est le garant culturel du projet. Un game designer qui ne connaît pas la culture chinoise ne peut pas concevoir un jeu à destination d'un public chinois, il va se cracher, c'est obligatoire. Et dans le jeu mobile, c'est extrêmement important de prendre en compte la région pour laquelle on fait un jeu, puisque même les modèles économiques utilisés dans les différentes régions sont différentes. En France, en Europe, on est très réticent à ce qu'on appelle le modèle free-to-play ou le modèle gratuit, mais on paye à l'intérieur du jeu pour s'améliorer. Alors qu'en Chine et au Japon, c'est un modèle qui éclate et qui est absolument dominant, parce que les Japonais et les Chinois n'ont aucun mal à payer pour améliorer leurs personnages en jeu. Et c'est très difficile du coup de faire concorder des modèles économiques qui sont la base de ces jeux-là dans ces différentes régions-là, et donc d'avoir le même jeu. Donc généralement, il y a soit des versions en fonction de la région, soit il n'y a pas de déploiement dans ces régions-là du tout. Voilà. Donc c'est une question qui est au centre de la production actuellement. Est-ce qu'il y avait une question? Ouais. Je voudrais savoir si vous commencez à envisager l'éventualité d'un joueur en situation de handicap. Donc si la notion de design universel... Alors, c'est super intéressant. Ouais, alors c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui commence à être traitée seulement depuis quelques années dans le jeu vidéo, et notamment dans le jeu vidéo AAA. AAA, donc c'est les jeux blockbusters, faits par les gros studios comme Ubisoft par exemple. Avec un gros retour sur investissement attendu. Voilà, aussi. Et c'est super bien en plus que vous posiez cette question, parce que je me rappelais de quelque chose que tu as dit tout à l'heure et que je voulais un petit peu contraster dessus. Ah ouais, vas-y. T'as parlé d'accessibilité tout à l'heure, ouais. Et en fait c'est hyper important de corriger ce terme, au sens où l'accessibilité c'est justement pour le handicap, c'est-à-dire que faire un jeu qui est accessible, c'est faire un jeu pour des gens qui ont des handicaps. Et nous, quand on fait de la user research, on parle plutôt d'utilisabilité, c'est-à-dire à quel point, ou usability en anglais, c'est à quel point le jeu est utilisable. Et ça s'adresse pour le coup à tout le monde. Et c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Et l'utilisabilité et le plaisir de jeu, la satisfaction, c'est deux choses qui sont traitées depuis pas mal de temps dans la user research pour le jeu vidéo. En tout cas, depuis qu'elle existe, c'était l'objectif. Et l'accessibilité pour le handicap, ça c'est quelque chose qui est vraiment en train de... Moi en tout cas à Ubisoft, je le constate depuis un an, enfin depuis que je suis arrivé à peu près, je vois de plus en plus d'articles qui popent sur le réseau social interne d'Ubisoft, et qui sont comment faire plus d'accessibilité dans les jeux, pour des gens qui ont des problèmes de vue, pour des gens qui ont des problèmes moteurs, voilà. Mais c'est pas encore des choses qui sont très bien intégrées, voire même intégrées du tout dans le circuit du jeu AAA. Oui, c'est ça, la première mise en place, enfin en tout cas le premier handicap traité dans les jeux actuellement, c'est le daltonisme. Donc on a des modes daltoniens sur les jeux qui sont employés par le maximum de joueurs. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué comme question, puisqu'on commence seulement à comprendre dans le jeu vidéo que le contrôleur c'est le pouvoir, et que sans ça le joueur ne peut pas accéder au jeu. Imaginez le jeu comme un château fort et vous lui donnez une manette. Si vous n'expliquez pas au joueur comment utiliser la manette, si le joueur ne comprend pas comment utiliser la manette, si le joueur ne peut pas utiliser la manette, il n'a pas accès au jeu. Et il y a une dynamique depuis 2-3 ans
qui vise à faire ce qu'on appelle des custom controllers ou des contrôleurs alternatifs, qui sont des contrôleurs qui ont un rapport plus direct avec le jeu, mais qui sont aussi des contrôleurs qui se posent la question de comment les joueurs utilisent cet objet-là pour jouer. Et donc du coup commencent à essayer de se poser la question de comment on peut proposer de nouvelles manières de piloter un jeu pour des handicaps précis. On a des jeux absolument phénoménaux en ce moment qui sortent, comme No Pain, No Gain, qui est un jeu où on doit faire des ombres au tableau. Il y a une caméra qui projette donc l'image au tableau et le but du jeu c'est en 3 secondes parcourir une distance et sauter avec tout son corps pour remplir l'ombre. Si on va un peu vite, on prend le mur qui est derrière soi donc on se fait mal et on ne peut pas atteindre le high score sans faire ça. Et il y a plein de jeux qui commencent à proposer des contrôleurs comme ça. Moi-même j'ai travaillé sur un jeu, une sorte de Simon. Vous connaissez le Simon? On doit reproduire des séquences musicales avec des boutons de couleur. On a fait une variante où on branche les boutons en fait sur les gens. On a 6 boutons, 2 au niveau des avant-bras, au niveau des genoux et au niveau du ventre et au niveau du torse. Et le but du jeu, c'est de rester appuyé sur les boutons et on voit des gens qui commencent à faire une forme de twister où ils sont collés, ils doivent rester appuyés sur les boutons. Et ça change totalement la dimension du jeu pour les gens qui avaient l'habitude d'imaginer le jeu vidéo comme quelque chose devant un écran avec une manette. Alors qu'en fait, on parle vraiment d'un jeu où le contrôleur est le pouvoir et pour accéder au jeu, il faut pouvoir utiliser ce contrôleur. Et pour aussi compléter un tout petit peu, ce qui est aussi intéressant, c'est du côté recherche, c'est aussi comment le jeu vidéo transforme les représentations qu'on a en fait d'un jeu informatique. Parce qu'aujourd'hui, le handicap qu'on ne prend pas aussi forcément en compte, c'est les personnes en situation de handicap visuel, partiel ou total. Et aujourd'hui, il y a aussi des jeux informatiques qui proposent des expériences uniquement sonores. Donc c'est le cas de Blind Legend de Wino, il y a aussi Papa Sangré, il y a Dark Echo aussi. Papa Sangré comme tu disais. Ouais, Papa Sangré. Donc il y a aussi, donc là c'est un jeu qui se joue principalement sur smartphone. Ce sont des jeux qui se jouent principalement sur smartphone. Et donc l'idée aussi c'est de proposer des expériences aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Ouais. Donc, par exemple, j'explique rapidement le principe de Papa Sangré parce que c'est vraiment un excellent jeu pour démontrer un petit peu ça. C'est un jeu sur lequel on tient son smartphone, on branche des écouteurs parce que c'est un son binaural, c'est-à-dire qu'on va l'entendre à 360, c'est extrêmement précis et ça va permettre de se repérer dans l'espace. Et en fait sur l'écran il y a seulement 2 pieds, donc pied gauche, pied droit, et en fait le joueur doit juste marcher et tourner sur lui-même, donc ça va utiliser le gyroscope pour orienter le joueur dans l'espace. Et par rapport au son de monstres, c'est vraiment juste, il faut atteindre une petite fée à chaque fois, je crois, dans chaque niveau, il faut éviter l'or qui se balade dans la pièce. Et donc il faut juste écouter les sons, on entend à peu près l'or qui est par là, donc on va plutôt se diriger par là, on va avancer, on entend le scintillement de la fée, donc on va plutôt aller là-bas. Et c'est un jeu qui ne demande, on n'a tout simplement pas besoin de regarder l'écran. On sait juste que gauche c'est le pied gauche, droite c'est le pied droit, et puis voilà, il suffit de taper comme ça l'écran. Donc, et c'est un jeu qui fonctionne effectivement extrêmement bien pour les personnes qui sont malvoyantes. Il s'appelle comment? Il s'appelle Papa Sangré. C'est S-A-N-G-R-E, je crois. Ouais, c'est juste ça. Hein. Et je crois que Blind Legend c'est un peu basé sur ça aussi. Oui, totalement. Avec carrément des combats à l'épée en plus qui sont gérés. Il me semble. Oui, c'est une histoire médiévale fantastique. Parce que Papa Sangré ça doit avoir au moins 4-5 ans. Je pense. Et Blind Legend c'est une nouvelle version, pas du tout par le même studio mais c'est un peu le même principe et c'est sorti il y a à peu près 1 an je pense. Ouais. Je pense que c'est intéressant de voir les deux si ça vous intéresse en tout cas. Il y a peut-être le côté répétitif parfois de ces jeux. Enfin moi j'ai testé dans une classe où un des étudiants était malvoyant. Et comme on fait de l'analyse de l'image, c'était compliqué justement pour lui parce qu'il fallait décrire chaque chose. Et donc j'avais fait tous jouer à ce jeu avec Blind Legend. Et en fait tous, y compris les étudiants malvoyants, on dit ouais, au bout de 5 minutes on a compris et on se dit et quoi d'autre quoi. D'accord. On peut faire d'autres dans le jeu à part entendre et oui effectivement essayer de jouer de mots parce que des fois D'accord. Finalement il y avait un peu ce côté en manque de ce que proposent d'autres jeux vidéo. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que les game designers qui font ces jeux et les studios qui font ces jeux de manière plus générale, ils sont en train de défricher un terrain, donc ils sont en train de réinventer des codes qui sont uniquement liés sur le son, qui sont avec une interface minimale, qu'on n'a pas besoin de regarder, etc. Donc
ça va grandir, sûrement, et je suis sûr qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement, mais c'est déjà, disons, un bel effort d'avoir réussi à amener un nouveau... Oui, c'est clairement pas lié à la stérilité du matériel, mais bien à la nouveauté de ce matériel qu'on ne connaît pas du tout. Donc, Je voulais revenir sur le mot contrôleur. oui. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres... quels sont les autres... D'autres. contrôleurs? Que la manette. Là, j'ai compris que... On a, oui, alors, Il y avait ça, là, c'est ça? ouais, il y a les boutons. La manette, La le manette. clavier et souris, l'écran du smartphone avec un contrôle tactile. C'est les 3 principaux utilisés actuellement, mais vous pouvez... Les tapis de danse. Oui, voilà, les tapis, vous on pouvez peut jouer faire. avec des fausses guitares à Guitar Hero et des boutons, les micros, la fausse batterie. Et après, c'est à peu près tout ce que vous voulez brancher sur un ordinateur, finalement. C'est là où ça devient intéressant. Il y a des... Oui, le joystick, oui, mais c'est général. Le gros joystick, ouais. Mais il y a aussi il y a pas mal de kits de développement spécialement dédiés à la conception de manettes ou d'interfaces complètement bizarres, Il y a chelous. des eye trackers aussi, Donc, des caméras oui. qui regardent, vous regardez et qui font des choses en fonction. Donc Vachement ça, utilisé en user research, ça, d'ailleurs, pour savoir où le joueur regarde à tel moment dans le jeu, Ouais. et est-ce qu'il voit ce qu'il est censé voir, ce genre de choses. Ouais, et le must actuellement, c'est une petite carte qui s'appelle Makey Makey, donc M-A-K-E-Y 2 fois, qui vaut à peu près $40, sur lequel vous pouvez brancher absolument n'importe quel objet conducteur et ça devient un contrôleur. Voilà, ça fait un input, vous pouvez commencer à envoyer des signaux dans le jeu avec. Brancher des bananes, brancher des personnes, Ouais. mettre les doigts dans l'eau, tout marche. Tout ce qui est conducteur, le graphite, l'aluminium, les enfants ils adorent. C'est une version simplifiée de l'Arduino, en fait. C'est un Arduino qui est préprogrammé, alors, le Mackie un Mackie. Arduino, c'est un petit logiciel libre. C'est une carte électronique. Voilà, c'est une- Ouais, Arduino, c'est une carte électronique qui est souvent utilisée dans des j'allais parler de game jam, mais là ça commence. Ouais, par exemple, en fait, nous, ce qu'on fait parfois, les game designers et les développeurs de jeux, que ce soit les graphistes des développeurs, on fait ce qu'on appelle des game jams, où en fait, on va créer des jeux dans un temps très limité. Généralement, c'est 48 heures. Généralement, c'est un week-end. Et ce qui est très bien avec les game jams, c'est que c'est autant une possibilité de tester des nouveaux concepts très rapidement. On va essayer de faire le plus vite possible ce concept et voir s'il fonctionne, que de tester des nouveaux contrôleurs, justement. Il y a des alternatives contrôleurs game jam qui sont spécialisés dans on fait un jeu en 48 heures, mais le plus important, c'est de faire un contrôleur alternatif. C'est-à-dire qu'on va créer à partir d'une carte Arduino et avec un peu de code, un nouveau contrôleur. On va, comme le disait Jonathan, soit utiliser du Mackie Mackie et le brancher à des bananes pour créer un clavier musical. On peut vraiment faire ce qu'on veut, et c'est souvent autour de ce principe. Sachant qu'il y a certains artistes numériques qui utilisent aussi ces outils-là. Il y a une exposition au Cube en ce moment sur une installation avec donc une grande plaque au sol d'aluminium et des nuages en watts qui s'éclairent au plafond. Et donc les utilisateurs, les personnes qui viennent ici sont invitées à se balader en caressant la watt et en faisant des bruits de tonnerre et en faisant changer la couleur de l'espace. Il y a même une chorégraphie qui a été mise en place pour utiliser cette installation et c'est vraiment assez agréable puisque finalement il n'y a pas de barrière à l'entrée. On comprend tout de suite qu'en marchant pieds nus et en touchant la watt, il se passe quelque chose. Et ce qui est très intéressant, ça nous permet de faire une super transition sur comment on introduit des mécaniques dans un jeu. La première chose qu'on fait, c'est enseigner au joueur que lorsqu'il fait un input, lorsqu'il appuie sur un bouton, qu'il a une interaction avec son contrôleur, il fait une action dans le jeu qui est montrée, cette action, et provoque une réaction dans le jeu qui est retournée à l'utilisateur. J'appuie sur un bouton, mon personnage saute, je vois le saut s'effectuer, j'ai compris que quand j'appuyais sur le bouton, je sautais. Et ensuite, il peut commencer à expérimenter ce saut dans l'environnement du jeu. C'est la base, lorsque vous voulez commencer à créer un jeu, vous commencez à créer un noyau avec des actions très simples, et on peut parler d'intention, ou on peut parler de volonté. Vous voulez que votre joueur il saute et qu'il saute sur des personnages, vous allez mettre des personnages et vous allez mettre un bouton de saut et vous allez voir votre joueur s'il va sauter dessus ou pas. Et donc vous commencez à créer des éléments qui vont le diriger plus ou moins vers cette action-là.
si vous donnez une récompense au joueur lorsqu'il saute sur les monstres, il va commencer à sauter naturellement pour récupérer la récompense. Si vous commencez à créer de la dangerosité pour les monstres, le joueur va éviter de rentrer dedans et les éviter. Si vous donnez une forme au monstre où il a des pics sur la tête, il va pas forcément avoir envie de sauter dessus. C'est Mario. C'est Mario. Mais oui, c'est très important parce que tout à l'heure, je voyais que tu parlais d'enjeux pédagogiques. Et c'est vrai qu'on a vite fait de tomber dans quelque chose de très rigide et de très contrôlant lorsqu'on est des game designers. Parce qu'on veut absolument que le joueur fasse ça, mais on lui donne des possibilités qui lui permettent de faire d'autres choses qu'on n'a pas forcément cadrées. Et plus on va le restreindre vers ce qu'on veut que le joueur fasse, et plus il va s'ennuyer dans le jeu parce qu'il va sentir qu'il n'a aucune liberté et que finalement il n'est qu'un opérateur guidé, tel un singe savant qui doit répéter ce qu'on lui dit et qu'il n'a pas cette liberté en tant que joueur de s'approprier le jeu. Et c'était cette conversation qu'on avait tout à l'heure. Quand on crée un jeu en tant que game designer, on crée un objet qui va ensuite appartenir aux joueurs. On ne peut plus leur enlever. On leur donne une balle, on ne va pas leur dire bah non, je vais en faire un cube maintenant et voilà, c'est fini quoi. La balle, tu peux plus jouer avec. On leur donne la balle, elle leur appartient, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils vont jouer au foot, au ping-pong, au tennis, au basket. Et en fonction de la propriété de cette balle, ils vont créer de nouveaux jeux. Quand on fait un jeu, on crée en général un jouet, un noyau jouet, et on va mettre des règles dessus qui vont dire voilà comment on utilise cette balle dans notre système. Et les joueurs, s'ils acceptent le jeu, ils vont s'éclater. Si on leur donne trop de règles contraignantes, ils vont refuser le jeu et ils vont s'en aller parce qu'ils vont s'ennuyer ou ils vont être trop frustrés. Et là, on arrive sur le flow. Ouais. Question. Oui, par rapport à ce que vous dites juste avant le game designer, il y a un scénario, comment ça se passe? Vous dites on va créer le jeu, mais à partir de quoi il y a ça dépend. Imposé, comment ça fonctionne? Alors là, ça dépend totalement des structures qui créent le jeu. Si c'est dans une grande entreprise, on va avoir un carnet de types de jeux pour répondre à une demande de l'entreprise. Voilà, on doit faire un jeu d'action, on doit faire un jeu de course. Le game designer va avoir des contraintes au départ autour desquelles il va devoir broder. Ça peut être des contraintes du type on a passé un partenariat avec des motocross, donc faites un jeu de motocross, ok très bien. Et après on a une liberté totale. Voilà, faites un jeu de motocross sur mobile, ok, ça commence à restreindre. Donc plus on a de contraintes en tant que game designer, et plus on va pouvoir rapidement aller vers un type de jeu, une création précise. Après, il y a en tant que game designer indépendant, ça peut être totalement différent. Ça peut venir d'une envie. J'ai été au Mémorial de Berlin et je me suis perdu dans cet espace labyrinthique, j'ai envie de recréer cette expérience. Ça peut venir de ça. Et on peut se poser ensuite la question de qu'est-ce qu'un labyrinthe, commencer à construire la pensée, commencer à la structurer pour ensuite élaborer un premier prototype. On peut avoir un scénariste qui nous dit voilà, j'ai fait une super histoire, c'est The Witcher, qui est quand même issu d'un bouquin. Voilà, on va faire une adaptation de ce livre en jeu. Et ça va être un jeu de rôle puisque l'histoire s'y prête. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel on crée le jeu. Et c'est le contexte qui crée les contraintes. Et d'ailleurs, dans les gros studios aussi, il faut généralement la graine à partir duquel on va vraiment créer le jeu. Ça peut venir de n'importe où, mais c'est des gens qui sont par exemple dans un studio qui est comme Ubisoft, qui est très grand avec beaucoup d'employés. Ça peut être des gens qui sont assez bien placés dans la société, qui vont proposer des concepts. Et en fait, ça va vraiment être une micro-base. Il va y avoir une petite intention, une idée, et après, généralement, on va réunir ce qu'on appelle une core team. Donc c'est vraiment c'est la team noyau qui va être peut-être constituée, je sais pas moi, ça va dépendre du projet, mais de 10 personnes dans lesquelles il va y avoir un game director qui lui va s'occuper de tous les systèmes de jeu, il va y avoir un UX director qui lui justement va s'assurer que les joueurs dès le début ils pourront comprendre c'est quoi l'expérience dans sa globalité, aussi bien les interfaces, ce genre de choses. Il va y avoir un scénariste et ces personnes-là, elles vont communiquer ensemble, elles vont faire des ateliers et elles vont essayer de vraiment synthétiser la vision du jeu, essayer de créer des documents qui vont donner la vision pour le reste de l'équipe. Et c'est seulement quand on a cette core team qui a créé les bases et qui se sont mis d'accord sur les bases qu'on va pouvoir lancer une équipe sur de la pré-production et qu'on va commencer à faire le jeu à plus grosse échelle avec plus d'employés, etc. Ouais, il y a toujours un travail de recherche et de proposition en amont qui est soit une commande, soit une volonté personnelle, et ensuite à partir de ça, on peut commencer à effectuer une première validation, un premier prototype, et on peut commencer à partir sur la conception du jeu en détail. Mais c'est vraiment, il y a des objectifs qui sont posés au départ qui forment les contraintes.
Et ces objectifs-là dépendent toujours du contexte. Et une dernière petite précision aussi que je me propose, c'est le game designer, en tout cas moi de mon côté, de mon point de vue, ça va être l'auteur finalement, ça va être l'auteur du jeu vidéo. Et ce qui est aussi, alors ça se discute ce terme-là, mais ce qui est intéressant et ce sur quoi je voulais vraiment accentuer le fait, c'est qu'il y a vraiment plein de circuits de production et de création, et généralement ce sont les mêmes personnes qui sont dans tous ces circuits différents. Donc un salarié, un game designer chez Ubisoft qui va travailler, comme Jérôme l'a présenté, au sein d'une core team, et bien donc entouré d'autres personnes, et ça va être donc finalement une œuvre collective. Eh bien, il va aussi participer à des game jams. Et là, il va être seul à bord. Alors peut-être qu'il y a un musicien qui va se balader dans une game jam pour faire la musique de tout le monde, parce que c'est ce qu'on laisse en dernier. Mais sinon, une même personne va avoir, en fonction de son contexte de travail, le métier de game designer va totalement changer. Ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, j'en profite, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le métier de game designer en lui-même, c'est ce qu'on va attendre du game designer, c'est hyper variable. Enfin, je veux dire, je peux même parler d'expérience, mais entre le moment où moi j'étais par exemple game designer freelance il y a quelques années et où je travaillais, je sais pas, pour un petit jeu pour faire de la pub pour un documentaire pour Discovery Channel, et ben à ce moment-là, moi je proposais tout le concept, j'étais quasiment seul dessus, c'était moi qui le développais ensuite, je travaillais avec une petite équipe de graphistes et on faisait ça en 2 mois. Alors que et donc là j'avais vraiment la main mise sur l'expérience, c'était moi qui décidais, j'essayais de correspondre aux attentes du client, ce genre de choses, mais j'avais vraiment beaucoup de pouvoir dessus. Alors que quand je vais travailler sur un jeu à Ubisoft, même si moi par exemple je suis game designer pour les jeux grand public, donc c'est des jeux à plus petit budget, je vais avoir, bien sûr je vais avoir mon mot à dire sur le jeu, mais il y a tellement plus de gens qui sont impliqués dans la création de ce jeu que mon travail va être très très spécialisé. Et mes retours vont être très spécifiques sur certains points du jeu, etc. Je ne suis pas garant de la vision, il y a d'autres personnes qui la partagent, et moi je dois limite parfois m'aligner sur cette vision, et c'est même ce qui arrive le plus souvent, pour essayer de l'aider à se concrétiser en fait. Donc voilà. Une question, j'aimerais commencer à aborder la notion d'équilibrage, notamment comment vous gérez la difficulté du jeu et l'envie de jouer le joueur, à savoir en gros ne pas le décourager, faire en sorte qu'il veut toujours le tenir un peu tagué, quoi, je dirais. Les bases, c'est d'enseigner, de challenger et de tester la maîtrise du joueur sur un goût du jeu, une mécanique, en lui donnant un premier atelier où on l'introduit à une mécanique, ensuite on le fait tester cette mécanique dans une situation un peu plus ardue pour vérifier qu'il a bien réussi à comprendre ce qu'on lui a enseigné, et s'il passe ça, ensuite on intègre cette mécanique dans le reste du jeu en créant des challenges un peu plus complexes, donc l'objectif est la maîtrise. Ça fait souvent une dent de scie, on va avoir une montée en difficulté, on va avoir un relâchement pour faire souffler le joueur en lui donnant du plaisir sur la partie où il a maîtrisé cette nouvelle mécanique, et ensuite on va commencer à lui redonner quelque chose de nouveau à manger, vraiment pour le maintenir dans ce qu'on appelle une courbe de flow. C'est une théorie qui vise à conserver le joueur dans le jeu de sorte à ce qu'il s'ennuie ou soit jamais frustré. Donc c'est vraiment une oscillation entre l'ennui et la frustration. L'ennui qui est c'est trop facile, je n'apprends plus rien, je décroche, et la frustration c'est trop dur, je n'arrive plus à passer le jeu, et dans ce cas-là je quitte parce que je sens que je ne suis pas suffisamment compétent. La compétence du joueur, c'est quelque chose d'externe au jeu. C'est la manière dont il appréhende les différents challenges. Les challenges qui vont être soit physiques, soit mentaux, soit sociaux. C'est vraiment les 3 grandes catégories de challenges qu'on donne aux joueurs. Physique, ça peut être de l'endurance, ça peut être de la force. On peut demander d'appuyer plein de fois sur sur un bouton à un joueur. Mentaux, ça va être des challenges d'observation, de mémorisation. On va avoir besoin que le joueur regarde l'écran, arrive à bien viser, ce genre de choses, enfin bien repérer les éléments dans l'écran pour avancer. Les challenges sociaux, ça va être sa capacité à créer des groupes dans les jeux. C'est un peu moins présent dans les jeux solo, mais quand même,
ça va être sa capacité à interagir avec les PNJ, donc les personnages non joueurs, à comprendre ce qu'on lui demande et à avancer dans le jeu. Ces 3 types de challenges-là permettent de créer des expériences diverses et variées. C'est ces objets de mesure qu'on a, nous, pour créer des jeux, hein, tout simplement. On parle d'une méthode qui va donc du jeu global au gameplay, donc aux phases de jeu, aux mécaniques, en descendant. Donc qu'est-ce que c'est une mécanique? C'est par exemple une mécanique de saut, une mécanique d'escalade, une mécanique de hide and seek, donc se cacher et se montrer. On descend au challenge, qu'est-ce que ça provoque? Par exemple, un saut, il va être mesuré en fonction de la hauteur, de la distance, de la précision nécessaire. Et ensuite, on descend jusqu'à l'input, donc la pression que le joueur a à faire sur le bouton. C'est une méthode de rationalisation des mécaniques qui est utilisée pour créer de la difficulté. Donc on a vraiment ces axes, à savoir le TCM, donc Teach Challenge Master en anglais. Teach Challenge Master, ouais, c'est à enseigner, tester et maîtriser, enfin faire maîtriser. On utilise ce qu'on appelle du rational game design ou de la rationalisation de concepts avec cet axe qui part du jeu et qui va jusqu'aux inputs. On fait jeu, gameplay, mécanique, challenge, input. Il y a Ventris qui a VENTRICE qui a fait une méthode pareil de découpage des jeux en paradigmes, mécaniques, etc. qui s'appuie énormément, enfin la méthode rational s'appuie énormément sur son travail. Et enfin, on a cette courbe de flow, c'est vraiment le 3e impact. Il y a Genova Chen, C-H-E-N, qui a fait une thèse sur le sujet et qui d'ailleurs fait tous ses jeux sur le sujet. Thèse de master. Une thèse de master, pardon. Qui a notamment fait Flow, un jeu qui s'appelle comme le concept étudié, et Journey, qui sont 2 jeux qui montrent vraiment bien cet aspect-là. Voilà, on essaie de conserver le joueur entre une forme de frustration et une forme d'ennui, sans jamais le faire basculer dans l'un des deux profondément pour qu'il quitte le jeu. Donc il y a toujours cette tension ludique entre les objectifs du joueur et comment il va les atteindre et la difficulté qu'il aura à les atteindre. Ouais. Et du coup, pour le flow, c'est effectivement c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que Genova Chen, il avait fait son mémoire, en fait, son mémoire de master là-dessus. C'est un concept qui est quand même encore plus vieux que ça et qui est même pas lié aux jeux vidéo à la base. C'est fait par un chercheur, un hongrois, Csikszentmihalyi. Ouais, voilà. Je peux pas le prononcer moi. Mihai Csikszentmihalyi. Ok. J'ai vu que le test. Mais c'est plus générique. Ça s'applique à toutes les activités qu'un être humain peut vivre. Donc ça a été repris dans le jeu vidéo et particulièrement bien parce que propose Genova Chen. Ça a aussi été critiqué. Il y a Yann Bogost qui a sorti un livre l'an dernier qui critique notamment cette notion de flow qui peut être très discutable parce que c'est l'objectif, c'est de maintenir le joueur quand la difficulté augmente. Donc il peut y avoir une idée, en tout cas si on pense le flow dans d'autres sphères que le jeu, notamment politique, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très conservateur, un peu surtout que un peu moyen. Le flow, c'est vraiment, comme le disait Jonathan, c'est le principe de conserver le joueur en gros, c'est de concorder la difficulté du jeu et son skill, c'est-à-dire les capacités qu'il a acquises. Donc forcément, le joueur, il va gagner en skill au fur et à mesure du jeu et on va devoir lui mettre des éléments de difficulté de plus en plus forts pour essayer de le garder dans cette zone où c'est ni trop difficile pour qu'il puisse vaincre le challenge, mais en même temps, c'est pas trop facile pour qu'il puisse s'ennuyer. Et c'est des notions qui sont de plus en plus critiquées parce que le game design, c'est quand même quelque chose d'encore très jeune et qui est en train de se renouveler, d'évoluer en permanence. Et les visions qu'on a par exemple avec le flow, c'est des visions qui sont très, pas industrielles, mais par exemple à Ubisoft, on va faire des jeux qui vont essayer de garder le joueur dans le flow. Mais quand on est un game designer indépendant qui veut créer un jeu dont l'expérience c'est de se perdre dans une forêt, est-ce que le joueur doit être maintenu dans le flow? Non. Et est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de flow dans ce jeu-là, ou en tout cas pas le flow tel qu'on l'entend traditionnellement, c'est une erreur de design? Non, ça l'est pas. Et en fait, c'est vrai que le flow, c'est hyper critiquable, et surtout, ça dépend énormément de l'intention du jeu. Et la plupart des jeux commerciaux,
à gros budget et qui cherchent du retour sur investissement, c'est encore des jeux qui sont basés sur des vieux modèles de confrontation, d'opposition de force, etc. Et de plus en plus, surtout dans le jeu indépendant, donc des jeux qui sont faits par des groupes de personnes très petits ou même des personnes seules, on a des expériences qui sont beaucoup plus variées et dans lesquelles on va un peu casser des codes de design qui sont intéressants à connaître du coup, parce que quand on connaît les codes, c'est plus facile de les casser pour créer des expériences vraiment nouvelles. Mais oui, il y a plein de choses dont on vous parle aujourd'hui aussi qui peuvent être critiquées et qui sont critiquées de plus en plus dans le jeu vidéo. Donc, voilà. Oui. Je pensais aux applications directement pédagogiques, dont on n'a pas encore vraiment parlé. Est-ce qu'il y a déjà des expériences qui ont été faites? Parce que en tant que prof de langue, enseignante en langue, on parlait de l'ennui tout à l'heure. Mais moi j'ai parfois des objectifs linguistiques bien précis. Et donc effectivement l'étudiant peut éventuellement au bout d'un moment être s'embêter un peu. Mais est-ce que dans ce cas-là, s'il y a eu déjà des expériences, est-ce qu'il existe des jeux qui sont beaucoup plus vastes dans l'univers et qui feraient, et je rejoindrai dans ce cas-là ce que vous avez exprimé tout à l'heure, une part un petit peu ennuyeuse où on n'a pas vraiment le choix, une part de créativité beaucoup plus importante telle qu'on la conçoit dans le jeu en général. Vas-y, si tu veux. Oui. Bah, par exemple, alors je suis pas sûr de répondre parfaitement à la question, mais des jeux qui... il y a vraiment de tout type de jeux. Le jeu, ça a explosé il y a quand même quelques années, au sens où on a eu beaucoup plus de gens qui en ont fait, parce que les outils sont devenus de plus en plus accessibles, et on a des jeux, des expériences qui sont très diverses maintenant, et on a des jeux comme Minecraft, donc ça pour le coup c'est un jeu, le nom est assez connu, parce que ça a été un succès mondial absolument incroyable. Je ne sais plus combien ils en ont vendu, mais c'est... Plus de 20 millions. Enfin, ah oui, bah, beaucoup plus que ça. Ouais. Je crois même qu'ils ont dépassé les 50 millions de jeux vendus, il me semble. Beaucoup de jeux vendus. Et c'est un jeu qui est hyper créatif. C'est-à-dire qu'à la base de Minecraft, il y a plusieurs modes de jeu, etc. Mais la base de Minecraft, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on va pouvoir récupérer tous les blocs qui constituent le monde. C'est un monde qui est très cubique, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau d'ailleurs. Mais on va pouvoir récupérer des éléments de sol, des armes, ce genre de choses, et on va pouvoir crafter des choses, c'est-à-dire construire des nouveaux éléments, des maisons, des murs, des outils, et en fait les joueurs, ils vont pouvoir vraiment exprimer leur créativité là-dedans, et en fait c'est un jeu où il n'y a quasiment pas d'objectif, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui définissent eux-mêmes leur objectif dans le jeu. Et il y a bien sûr des gens qui vont peut-être s'ennuyer dans le jeu, mais il y a des gens qui vont être totalement impliqués, qui vont se mettre des objectifs complètement fous et qui vont apprendre plein de choses. Je pense sincèrement que dans Minecraft, il y a des futurs ingénieurs qui se révèlent parce qu'ils font des choses tellement extraordinaires que... Un exemple de construction, il y a des personnes qui ont reproduit à l'intérieur du jeu des interfaces informatiques et quasiment des calculatrices extrêmement complexes à l'intérieur du jeu. Donc unique. Mais oui. Oui. Voilà, chacun exprime sa créativité, peut la développer, etc. Et c'est important dans le jeu. Le jeu, à la base, c'est ça, à part un apprentissage aussi social, etc. Mais je reviens à la question, nous, en tant qu'enseignants, pour essayer de faire passer certaines notions qui ont du mal à passer de façon traditionnelle, même artiste, comment est-ce qu'on peut utiliser cette base de jeu pour essayer de vérifier si certaines notions ont été acquises, des notions vraiment très rébarbatives pour la plupart des étudiants, et au fur et à mesure aller justement vers plus de créativité, je ne sais pas, les bases de la grammaire, puis après je construis un récit, puis après je le mets en image éventuellement, etc. D'accord. Il y a une entreprise qui s'appelle KTM Advance qui fait ce qu'on appelle du serious game. Donc c'est du jeu à vocation à l'apprentissage. Je me souviens d'une conférence que j'ai vue chez eux il y a très longtemps. Ils avaient proposé un jeu pour enseigner les prescriptions à donner pour un pharmacien. Et donc, l'utilisation des mécaniques de jeu classiques à base de on donne un challenge au joueur et il doit ensuite résoudre ce challenge par rapport au savoir acquis en amont du jeu et aussi par rapport aux outils qui lui sont donnés dans le jeu démontre l'apprentissage permis par le jeu. Ce qu'il y a dans le jeu en fait, c'est que vous avez un PNJ qui vient, un personnage non joueur qui dit je veux ça comme j'ai cette ordonnance donnée par le médecin, faites-moi la prescription qui correspond. Et donc le joueur a dans sa possession le bouquin qui lui permet de faire les prescriptions
il fait sa prescription et si jamais il échoue, on lui dit là où il a échoué, donc les points qu'il faudra qu'il regarde pour les prochaines fois. Les mécaniques de jeu utilisées là-dedans, c'est des mécaniques très simples de vérification, de concordance entre... C'est de l'évaluation. Ouais, c'est de l'évaluation pure et dure. Et donc en fait, d'une certaine manière, le jeu est un évaluateur non sanctionnant, puisqu'il ne va pas mettre de mauvaises notes, il ne va pas faire il ne va pas dire tu as échoué à l'examen, mais c'est un entraînement. Et donc il va évaluer la capacité de l'utilisateur à répondre correctement aux challenges que demande le jeu et il va lui donner les outils ensuite pour s'améliorer en indiquant les erreurs qu'il a fait. C'est d'une certaine manière une aide, un accompagnant à l'apprentissage. Il s'appelle comment ? L'entreprise s'appelle KTM Advance et ils ont fait, je me souviens plus du nom du jeu, mais ils en ont fait vraiment énormément. C'est leur créneau en fait. Ils travaillent avec des grosses entreprises pour enseigner, pour faire des formations sur des sujets précis qui sont donc des formations individuelles, puisqu'en fait on a une interface de jeu qui nous permet d'apprendre seul avec un jeu qui valide, donc un système qui valide ou pas nos propositions. Ouais. En soi, ça permet de gagner énormément de temps, puisque au lieu d'avoir un instructeur pour X personnes, on a un instructeur par personne. Également, l'instructeur ne se fatigue jamais, le jeu ne se fatigue jamais. On peut jouer autant de temps qu'on veut, tant qu'on a le désir. Ça, c'est des apports par rapport à une personne. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la liberté de la question. Le jeu fige les possibilités du joueur dans les outils qu'il lui donne. On ne peut pas demander « Ah, et ça, comment on dit ?» On est obligé d'aller chercher par nous-mêmes ou de faire un exercice où la question est posée. Ça, c'est un peu les limites dans l'apprentissage. Ouais. Enfin, c'est... Oui. Bien sûr. Et lier l'étudiant et lui montrer que lui-même, à travers certaines choses, il peut aller chercher des réponses. L'idée, c'était vraiment... L'idée, c'était vraiment de faire ce qu'on appelle de la ludification de l'apprentissage. Donc, utiliser les mécaniques de jeu classiques. Tout à l'heure, je pense que tu as parlé de boucle de gameplay un peu, c'est ça ? Ouais, un petit peu. On a la boucle de gameplay de base de tous les jeux, c'est un objectif, un challenge et une récompense. Voilà. C'est l'objectif challenge reward, c'est la boucle de base et cette boucle est utilisée dans ces jeux-là pour donner un objectif au joueur. Tu dois remplir trois feuilles, tu dois donner 3 médications. Le challenge, ça va être dans les médications, ah voilà, ça c'est une médication spécifique pour un épileptique, attention, il est aussi diabétique. Donc qu'est-ce que tu dois donner comme médicament ? Et la récompense, c'est tu as bien réussi, tu peux passer à une médication suivante et on évalue ta capacité à répondre correctement aux différentes contraintes dans la médication. Sauf que là, on évalue une compétence réelle, puisque ce qu'on a dans le jeu, les challenges qui sont dans le jeu sont des challenges qui sont calqués sur la réalité. Et il a un bouquin d'aide qui sera à chaque fois, qui ramène à la page où il faut regarder pour... donc en fait, il n'y a plus l'effet de recherche. Hein. Il y a le questionnement dans le challenge, mais l'effet de recherche est aidé par le jeu en lui indiquant où est-ce qu'il faut regarder pour s'améliorer. Voilà. Et du coup, j'ai un tout petit truc pour compléter avant. J'ai un exemple, je pense, intéressant, parce que justement, vous disiez, vous, en tant que personne enseignante, vous ne voulez pas tout donner au jeu, c'est-à-dire que le jeu est seulement quelque chose qui pourrait vous aider. Et en fait, il y a un bon exemple de ça, c'est Romain de la chaîne JVH, qui lui est un enseignant en histoire. Et en fait, il va utiliser des jeux qui sont des jeux comme Assassin's Creed, donc c'est un jeu où on joue un assassin, etc. Mais c'est surtout un jeu dans lequel on peut se balader entièrement dans un monde ouvert, donc sans limite de déplacement, on peut vraiment aller où on veut dans ce monde. Et c'est des jeux qui sont inscrits dans un contexte historique. Par exemple, dans Assassin's Creed Unity, c'est un jeu qui se déroule dans le Paris révolutionnaire. Et en fait, c'est prise de la Bastille, etc. Et donc il va y avoir plein de personnages historiques, il va y avoir des lieux historiques. Vraiment, le Paris a été reconstitué, pas exactement, mais en tout cas, il y a plein de lieux emblématiques, etc., des lieux historiques qui sont là. Et en fait, Romain, sur sa chaîne YouTube qui s'appelle JVH, il va expliquer comment il a utilisé, par exemple, Assassin's Creed Unity pour parler de la Révolution française et en quoi le jeu l'a aidé à faire en sorte que simplement ses élèves s'intéressent au sujet. Et en quoi le jeu a des limites aussi dans l'utilisation qui en est faite pour inciter les élèves à s'intéresser au sujet. Et donc c'est super intéressant, je pense par exemple pour vous d'aller regarder cette chaîne, parce qu'il explique aussi bien ce que ça lui apporte
que les problématiques Oui. qu'il va rencontrer. Par exemple, un jeu comme Assassin's Creed, ça demande des compétences pour être joué. Et du coup, il y a certains élèves qui vont avoir du mal à rentrer dans le jeu et qui vont pas pouvoir en profiter tout de suite. Mais c'est super intéressant à regarder. Et peut-être pour conclure sur cette question, je crois qu'il est important de mentionner que les jeux et les jeux vidéo ne sont absolument pas une finalité obligatoire pour un objectif pédagogique. Il y a des moments où c'est pas drôle d'apprendre, c'est pas drôle et donc on peut pas forcément. Enfin, il y a des moments qui ne se prêtent pas du tout à une activité ludique. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui peut être intéressant, c'est comment vous allez mobiliser des jeux que vous connaissez à des objectifs et à la scénarisation d'un contenu qui est plus large. Donc par exemple, vous pouvez vous renseigner, ou je pourrais vous donner les articles, notamment Julien Alvarez, qui a travaillé là-dessus sur comment évaluer des jeux et les utiliser dans des cadres, parce que malheureusement on n'y a pas trop touché, mais dans des cadres formels. Parce que il y a une question qui se pose, c'est est-ce que jouer lors d'une pause café, est-ce qu'on va retenir les mêmes informations que si on va jouer tout à l'heure lors de l'atelier qui vous sont proposés. Donc il y a aussi cette histoire de mise en contexte de l'acte ludique qu'il faut prendre en compte. Je propose une dernière question, une toute dernière, avant d'aller manger. Je n'arrive pas à formuler la question, mais c'est autour de l'aspect chronophage. Comme vous êtes des utilisateurs, des concepteurs, peut-être que je l'aborderai sous... lorsque vous étiez étudiant, est-ce que le fait de ne pas avoir suffisamment de serious game, de jeux pédagogiques vous a manqué? Et en quoi, maintenant, avec votre expérience, sur quelle partie vous appuyeriez plus facilement? Je le dis. Pas facile. C'est le jeu pédagogique est une branche qui est très décriée par les étudiants en jeux vidéo, puisqu'ils ont tendance à aller vers ce qu'ils connaissent et vers ce qu'ils pratiquent pour le loisir, et non pas encore à penser l'objet comme un objet de métier. Voilà. Donc pendant nos études, c'est vrai qu'on rigolait un peu du jeu pédagogique, mais on arrivait quand même à extraire certaines choses intéressantes, comme le fait d'augmenter notre vocabulaire dans certaines langues en jouant à des jeux. Typiquement, j'ai appris beaucoup de vocabulaire en anglais, du vocabulaire très spécifique en jouant à des jeux comme Shenmue ou à des jeux de cartes qui utilisent des mots très particuliers qui étonnent toujours mon ami. Ce qui est intéressant de noter avant, et après je laisse la parole à Géo, c'est que il y a eu un usage détourné d'un jeu qui était en anglais. Ouais. C'est ça, hein. C'est pas un jeu qui a été conçu pour apprendre, mais il y a eu un usage détourné. Ouais. Donc ça aussi, c'est un axe sur lequel il faut peut-être infléchir comment réutiliser des jeux existants et comment leur donner un sens pédagogique qui convient à vos activités. C'est presque la première approche qu'on a d'ailleurs en tant que joueur et on va dire étudiant en jeu vidéo, c'est qu'on a vraiment soit l'approche on va faire un jeu à 10 bouts, donc où on parle à des enfants et on leur donne des challenges hyper simples et on veut vraiment qu'ils apprennent 2 + 2 = 4, ou alors à l'opposé radical, on essaye d'extraire de certains jeux des compétences qui peuvent nous servir dans la vie réelle sans dire que c'est le but du jeu. Il y a... Il y a une thèse qui est sortie l'an dernier, ça je pourrais retrouver le nom exact parce qu'elle était très drôle. C'est quelqu'un qui a accompagné, qui a observé des personnes jouant à World of Warcraft et qui s'occupaient de guildes au sein de World of Warcraft. Antoine Chollet, merci beaucoup. Donc Antoine Chollet a travaillé sur ce sujet et comment en fait des personnes, donc des joueurs, ont développé des compétences managériales en gérant des guildes, donc des groupes de joueurs au sein de World of Warcraft. Et de très haut niveau, hein, parce que c'est vraiment du travail à temps plein. Les emplois du temps sont organisés chaque semaine. Et j'ai des collègues que je ne pouvais pas voir le soir parce qu'ils me disaient ce soir on a raid. Voilà. Et aussi, ces mêmes personnes écrivent des guides de 300 pages sur comment jouer un guerrier en spé. Donc c'est aussi, voilà, il y a du travail de rédaction, de recherche, de mathématiques nécessaires
pour... on déploie énormément de compétences pour créer du savoir autour des jeux qu'on pratique. Voilà. Et c'est dans cette approche-là que nous, on fait ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on ne pratique pas du tout en tant que concepteur le jeu pédagogique. Donc c'est une question qui est un peu compliquée à éluder, on va dire. Je vous propose de nous arrêter ici. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Comment définir les savoirs, les informations qu'on a. Vous pouvez les évoquer avec les game designers que nous avons. Donc merci Jonathan, merci Géraud d'avoir été présents. Voilà. Je vous souhaite bon appétit à tous. Je crois qu'il y a une information importante, c'est 13h30 pour une... si Catherine peut m'aider. Non. 14h pour les ateliers et il y a un événement. Voilà, 13h30, il y a Minecraft. Merci beaucoup. Merci.